Bonjour à tous, bonjour. Ça y est, c'est parti. Je sais pas si je m'améliore en termes de durée et de délai, mais me voilà. On va partir pour la revue de psychologie positive du jeudi. Donc cette semaine, plusieurs choses au menu. Alors je réexplique un peu le principe. L'idée c'est de voir un petit peu ce qui a été publié, partagé d'un point de vue scientifique dans le domaine de la psychologie positive en général et de la psychologie euh, également, mais plutôt orienté psychologie positive. Et donc là, un certain nombre, un certain nombre d'articles aujourd'hui dont je voulais parler. Alors, on va essayer d'en faire trois, on va voir ce qu'on peut faire. Et les articles en question sont les suivants. Je vous montre ça tout de suite. On a un premier article, alors trois articles en anglais bien sûr. On a un premier article, hop, je regarde un petit peu la caméra, qui va parler de l'amitié chez les hommes. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une étude américaine qui a été faite, donc évidemment, je mettrai toutes les précautions d'usage par rapport à la portée de ces études-là en France, mais voilà, premier sujet intéressant. Deuxième sujet qu'on traitera forcément, parce que, hop là, je voulais en parler aujourd'hui, je remonte, c'est les jeux vidéo et leur impact sur la vision des femmes, la misogynie, etc. Donc ça, c'est un deuxième article dont je voulais parler aujourd'hui. Et puis enfin, on a un dernier article sur le lien entre sagesse et bien-être. Est-ce que le fait d'être sage, dans le sens donc la sagesse, c'est toujours associé au bien-être, ou alors est-ce que le fait d'être sage, ça rend malheureux? Question qui est posée. J'en profite aussi pour vous dire que euh, la chaîne YouTube des replays est uploadée, ça y est. Donc vous retrouvez sur Twitch évidemment les replays, vous retrouvez aussi les replays maintenant sur la chaîne YouTube. Je les upload au fur et à mesure, il y en a qui sont prêts, il y en a un qui va être publié aujourd'hui, toutes les semaines il va y avoir des publications. Donc on s'y retrouve. Alors, premier article, commençons par l'article sur l'amitié chez les hommes. Moment café. Donc le constat, en tout cas aux États-Unis, c'est que d'une manière générale, les hommes par rapport aux femmes ont moins d'amis euh, qu'avant. Bon, et évidemment ça peut et ça a en général un impact sur leur bien-être. Donc il y a une récente étude une étude donc là plutôt de l'ordre d'une enquête, hein, qui a montré que les hommes américains, chez les hommes américains, il n'y a que 27% qui disaient en 2021 avoir au moins 6 amis proches, donc 6 bons amis. Pardon, je vais couper ça. Alors que dans les années précédentes, donc notamment dans les années 90, on avait 55% des Américains qui disaient avoir 6 amis au plus. Bon. Donc on a une baisse des liens sociaux chez les hommes et on sait que l'amitié c'est quelque chose d'important. Les relations c'est quelque chose d'important pour être heureux, ça toutes les études le démontrent. Mais alors l'amitié également. Il n'y a pas que les relations amoureuses qui sont importantes. Et j'ai envie de dire même, pas bien au contraire, mais si les relations les plus importantes pour vous, si on met tout, par exemple, ces œufs dans le même panier, qu'on mise tout sur une relation amoureuse, en général, c'est moins épanouissant, en général, hein, évidemment. Après, il y a toujours des cas particuliers, mais que le fait d'avoir pas mal d'amis, quitte à avoir des relations amoureuses un peu moins stables. Après, ça dépend du moment aussi de la vie, etc. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Là, évidemment, je reste assez généraliste, assez synthétique là-dessus. Bon, en gros, donc, il y a une baisse, ce que nous dit cet article, hein, qui s'appuie sur cette étude-là, je vous la montre quand même. Euh, voilà, c'est une enquête hein, sur l'amitié chez les hommes, chez les femmes, etc. Donc, voilà, si ça vous intéresse,
vous pourrez consulter cette étude. Donc c'est The State of American Friendship Change, Challenges and Loss, publié en juin, enfin en mai 2021. L'enquête est publiée en juin. Voilà. Alors vous voyez pas, je vous le montre, c'est le Survey Center of American Life. Je vous remets le lien dans le chat, bien sûr. Hop là, voilà. Donc, l'article qu'on fait en ce moment, je vous le mets aussi dans le chat. Hop. Et on va l'épingler. Voilà, donc vous avez l'article épinglé en ce moment. Bref. Donc, pourquoi c'est utile d'avoir des amis quand on est adulte? Notamment parce que ça permet de faire un effet, de gérer le stress, de faire un effet tampon par rapport au stress. Et certains d'entre vous le savent sans doute, certaines relations, alors ils parlent de bromances, hein, les romances amicales masculines, peuvent être plus épanouissantes parfois pour certains hommes que leurs relations amoureuses. C'est plus important parfois le meilleur pote que la relation amoureuse. Alors après, il y a toujours une histoire d'équilibre à trouver, mais voilà. La question, le problème par rapport aux hommes, c'est que... alors on peut imaginer plein d'hypothèses pour expliquer ça, et on va le voir après, hein, mais c'est important, en tout cas, de trouver des manières de développer des amitiés chez les hommes qui ne sont pas les mêmes que chez les femmes, pour tout un tas de raisons de différence de genre et de rôles sociaux, et de ce qui est valorisé chez les hommes et chez les femmes, dans le rôle d'homme-femme dans la société. Voilà, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on a un isolement, pourquoi on a cette évolution vers moins d'amitié chez les hommes? Alors, plusieurs explications, plusieurs pistes d'explication. La baisse des... je vous rappelle qu'on est aux États-Unis. La question serait de voir si en Europe c'est la même chose. Pour certaines raisons, on peut imaginer qu'il y a un effet similaire, peut-être pas aussi important, encore que. Donc d'abord, on a une baisse effectivement dans l'application, l'application des grosses associations ou des communautés religieuses, pardon. Et là encore, hein, mais aux États-Unis en général, par rapport aux années 90 en tout cas, il y a moins de mariages, plus de déménagements, plus de changements dans le lieu de travail. Il y a beaucoup plus, on bouge beaucoup plus, on change beaucoup plus de carrière aujourd'hui qu'on ne le faisait dans les années 90, et notamment en 90, que ce soit aux États-Unis, où ça a quand même toujours été un peu plus facile, ou en Europe. C'est vrai qu'aujourd'hui on bouge un peu plus, même en France, qu'on ne le faisait dans les années 90 en termes de travail. Et donc ça fait que les relations sont plus éphémères, entre guillemets, elles changent plus. On est obligé de se réadapter à des nouveaux endroits. Donc ça c'est vrai pour les hommes et pour les femmes, évidemment. Autre chose, on peut supposer que le Covid-19 n'a pas aidé à améliorer la situation là-dessus. On a les réseaux sociaux qui viennent aussi en rajouter une couche, peut-être. En tout cas, il y a pas mal de raisons qui peuvent expliquer ça. Et ensuite, par rapport aux hommes en particulier, donc il y a une baisse générale, mais chez les hommes elle est plus marquée, eh bien là, c'est plus... ils ont une explication aussi qui est plus liée au rôle. C'est-à-dire que les rôles sociaux des hommes ne sont pas les mêmes que chez les femmes. En gros, ce qui est expliqué aussi dans l'étude, c'est que vous allez avoir quand les garçons sont jeunes, il n'y a pas de problème à avoir des contacts physiques, de montrer de l'affection envers d'autres garçons, etc. Mais ensuite, avec l'évolution, avec le changement d'âge, on va avoir une baisse de ces comportements parce qu'ils sont catégorisés souvent comme féminins, voire les vieux garçons vont se faire entre guillemets insulter, harceler, on va dire qu'ils sont gays, etc. C'est ce qui peut ressortir. Et donc c'est dévalorisé. Et du coup, les comportements évoluent vers quelque chose de beaucoup plus de mise à distance, de protection émotionnelle. Et donc la manière de faire du lien chez les hommes évolue. Ce qui augmente effectivement le risque de problèmes de troubles mentaux,
problèmes mentaux, de dépression, etc., et de santé physique qui va se dégrader. Donc c'est des choses, en fait, ces impératifs, ces rôles sociaux, et ce qui peut être valorisé parfois chez les hommes à tort, hein. Un homme ne doit pas pleurer, ne doit pas montrer d'affection, etc. Alors ça a évolué quand même, évidemment ça évolue tout ça, mais ça reste encore fort, hein, dans les représentations sociales de ce qui est valorisé, ça reste encore des choses très, très fortes, et donc ça peut mettre à mal un peu la socialisation et le développement d'amitié. C'est ce qui est expliqué là. Chez les femmes, le côté affection physique n'est pas lié à la sexualité, comme on peut le supposer chez les hommes. Chez les hommes, on va dire s'il y a de l'affection physique, c'est forcément qu'il y a un truc sexuel derrière. Et ce qui est valorisé, voilà, c'est le fait d'être silencieux, d'être fort, etc. Le mythe du héros solitaire, bref. Ça reste encore très très fort, même aujourd'hui. Donc, tout ça, bien sûr, fait que ça peut avoir un effet négatif sur les amitiés, sur le fait d'avoir pas mal d'amitiés. Bref, tout ça n'empêche pas qu'il faut avoir, c'est important d'avoir des amitiés, et que parfois les hommes se tournent vers leurs relations amoureuses, par des hommes évidemment hétérosexuels, se tournent vers leurs relations amoureuses pour le support émotionnel, et du coup ils mettent tous leurs œufs dans le même panier, ils mettent toute la charge de soutien émotionnel sur leur partenaire, et donc ça, c'est non seulement pas forcément toujours quelque chose de très sain pour la relation en tant que telle, et c'est pas quelque chose de très équilibré pour eux non plus. Donc voilà les soucis. D'ailleurs, certains auteurs, notamment l'autrice de ce livre que je vous conseille, que je suis en train de lire, qui est intéressant sur l'amitié justement, qui s'appelle Platonic, donc qui est en anglais, donc qui est une docteure en psychologie, parle justement des amitiés au cours de l'histoire, des amitiés masculines notamment, et explique que ça n'a pas toujours été le cas, ce côté-là. Au XIXe siècle, on a plein de témoignages, même avant, d'amitiés masculines, qu'aujourd'hui on trouverait bizarre, mais qui étaient tout à fait normales à l'époque. Et donc ça c'est quelque chose qui a évolué aussi dans la société au cours du XXe siècle. Un peu au détriment des hommes. Bref. Donc après, la manière, évidemment, vu les rôles genrés et ce qui est valorisé chez les hommes par rapport aux femmes, la manière de développer des amitiés n'est pas la même, d'une manière générale. Encore une fois, chaque histoire est différente, mais il y a des tendances. Donc plutôt que d'être dans le partage un peu plus intime, la conversation, comme, encore une fois, d'une manière générale, ça peut être le cas chez les femmes, pour développer des amitiés, chez les hommes, ce qui marche mieux, visiblement, et ce qu'on constate, c'est que ça va être, le fait de faire des choses côte à côte, de jouer ensemble, de faire des activités ensemble, mais de ne pas être dans des interactions face à face, en tout cas au moins pour les premiers temps. Donc ça peut passer par le sport, ça peut passer par des activités, des intérêts partagés, je ne sais pas, allons dans des clichés, hein, pour le sport, pour l'automobile, pour, allons-y, la menuiserie ou que sais-je encore, ou pour toute autre chose, hein, pour les jeux vidéo. En fait, le fait de faire des choses ensemble, ça peut développer une amitié par proximité, par échange informel à ce moment-là, et c'est comme ça que les hommes en général vont s'ouvrir et vont pouvoir développer des amitiés en commençant par des activités qui sont à risque faible, où en fait il n'y a pas besoin forcément de faire la conversation, on a quelque chose à faire ensemble, et ensuite on progresse vers quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui fonctionne d'ailleurs d'une manière générale avec n'importe quel type de relation sociale. C'est-à-dire le fait de faire des choses ensemble, d'avoir un projet autour duquel discuter, échanger, c'est toujours une manière plus facile de développer des relations que de directement discuter avec une personne qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est beaucoup plus risqué et c'est beaucoup plus, c'est plus compliqué. Après, chez les hommes, c'est d'autant plus vrai, ce mode-là est privilégié. Et puis, petit à petit, on peut commencer à partager des petites choses sans forcément trop prendre de risques. Donc, les conseils qui sont donnés, ça va être ça, c'est d'initier les contacts, de ne pas forcément attendre, parce qu'effectivement, les hommes sont aussi plus dans l'attente,
pas la méfiance, mais ce côté où la vulnérabilité émotionnelle est tellement dévalorisée que n'importe quel petit partage peut être risqué. Encore une fois, vous n'êtes peut-être pas concerné par ça en tant qu'homme, mais d'une manière générale, c'est quand même la tendance. C'est-à-dire que c'est quand même c'est pas la même chose en fait en termes de partage, en termes de progression de la relation chez les hommes et chez les femmes. Et dans l'amitié, si on parle d'amitié, chez les hommes, enfin pour les hommes avec des femmes, de manière amicale, que pour les hommes avec d'autres hommes. Donc en gros, la morale de l'histoire, c'est que oui, ça baisse pour tout un tas de raisons. L'amitié en général, le nombre d'amis qu'on a. Après, tout est une question de qualité aussi, hein, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Et qu'ensuite, chez les hommes, c'est plus marqué, et que ça a des effets négatifs. Et donc, si on veut développer d'autres amitiés, eh bien, il faut aussi prendre l'initiative, et prendre des petits risques, et trouver des activités qu'on peut partager. Donc ça, c'est des conseils qui sont valables pour tout le monde. Voilà, chez les hommes, il y a des particularités. C'est quelque chose, en tout cas, qui est assez marqué, et qu'on va retrouver aux États-Unis. La question est ouverte sur l'état de l'amitié en France ou en Europe. Peut-être une piste à creuser. Donc c'était un article sur Greater Good Science Center, donc d'une psychologue, Julie Setti, qui travaille, enfin une psychologue, une docteure en psychologie qui travaille donc à la université de, qu'est-ce que j'ai vu, Université de Californie, c'est ça, de San Francisco. Très bien. Sur Greater Good Science, Greater Good Magazine, du Greater Good Science Center. Premier article de ce matin. Deuxième article, on va passer un article de recherche directement, et on finira par les jeux vidéo et la misogynie. Voilà. Et donc, cet article est le suivant. Je mets son titre là, et je vais l'épingler. Je mets aussi le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Tac. Alors, la question c'est, est-ce que donc la sagesse et le bien-être sont toujours liés, sont main dans la main, et le rôle du dialogue interne, du dialogue avec soi-même. Alors, il y a des études récentes qui ont montré que la sagesse prédisait le bien-être. Le paradoxe, c'est que justement, le développement de la sagesse est fortement lié, le fait de faire des progrès en termes de sagesse, c'est fortement lié à des expériences négatives. Des expériences qui ne sont pas, qui vont pas dans le sens de la personne. Voilà. Défavorable. Je cherchais le terme. Donc ça peut nous rendre plus sages, mais aussi plus tristes. Et la question des chercheurs, c'était, est-ce que deux types de dialogue interne existants, donc intégratif et dialogue d'identité, peuvent modérer cette relation avec les expériences, avec ces expériences un peu critiques, marquantes dans la vie, et le bien-être. Donc est-ce que en gros, vous avez une expérience négative, critique, est-ce que le type de dialogue interne que vous avez va faire que ça va avoir un effet positif et faire que vous serez plus sage et plus heureux, ou est-ce que ça va avoir un effet plutôt négatif, vous allez être plus sage mais moins heureux. Voilà. Donc voilà la question que se posait l'auteur, l'autrice, je ne sais pas, c'est sans doute un chercheur polonais, je pense, peut-être pas. Étude publiée en février 2023. Donc, on reprend les choses dans l'ordre. La sagesse est liée au bien-être, notamment quand on avance en âge. Mais au départ, on ne savait pas si c'était la sagesse qui influençait le bien-être ou le bien-être qui influençait la sagesse, ou si ça marchait dans les deux sens.
ce qu'on a pu constater, c'est que des changements dans la sagesse, et notamment des caractéristiques liées à l'ouverture, en fait, l'humilité, l'ouverture d'esprit, etc., ça prédisait un meilleur équilibre émotionnel et plus de satisfaction dans la vie plus tard. Donc en fait, c'est quand même plutôt la sagesse qui favoriserait le bien-être. Évidemment, d'un point de vue, ce qui est dit ici, hein, à travers les âges, les philosophes ont toujours cru que la sagesse avait un impact sur la qualité de vie, et que les expériences difficiles pouvaient rendre quelqu'un plus sage. Mais parfois, on se demandait si ça ne le rendait pas aussi plus triste. Alors, en 2018, des chercheurs ont essayé en fait de répondre à cette question-là, avec donc à peu près 1000 personnes, un peu loin de 994 adultes, et ils ont confirmé que une plus grande sagesse, ça faisait effet tampon entre une vie difficile et le bien-être. C'est-à-dire que si vous avez plus de sagesse, vous allez mieux gérer les événements difficiles et ça va avoir un impact, donc ces événements difficiles vont avoir un impact moindre sur votre bien-être. Bon. Très bien, donc ça c'était une étude, là on fait un peu le tour d'horizon de ce qu'on a comme connaissance, puis après on ira parler de l'étude en question qu'ils ont montée. Donc la sagesse c'est quoi? C'est la compétence, l'intention et l'application. Attendez, je vais la relire en anglais parce qu'il faut que je... Wisdom can be defined as the competence in, intention to, and application of critical life experiences to facilitate the optimal development of self and others. Donc c'est la compétence, intention, l'application de tous, enfin, en gros, c'est la capacité, l'intention, les compétences de gestion des expériences de vie difficiles pour optimiser son développement personnel et le développement des autres. C'est donc un concept qui est multidimensionnel. Et on a 5 éléments dans la sagesse: la régulation, l'ouverture, l'humour, les expériences de vie critique, la réminiscence et la réflexivité. Bon. Donc, au niveau des composantes, on a d'abord la régulation émotionnelle qui est quelque chose de très important dans la sagesse. Donc, c'est reconnaître, gérer ses émotions et les intégrer de manière constructive. Ok. Il y a aussi l'ouverture, le fait de pouvoir considérer des points de vue différents, les points de vue des autres. Donc ça, c'est très important. Après, donc ça, c'est lié à l'ironie, à l'humour, etc. Et donc l'humour aussi, et le fait d'avoir de l'ironie, de gérer le stress avec l'humour, c'est aussi une composante importante de la sagesse. Et donc ce qu'on constate aussi dans les recherches, hein, c'est que l'ouverture, ce que vous avez ici, l'ouverture aux nouvelles expériences différentes chez les adultes jeunes, prédit la sagesse, le niveau de sagesse 60 ans plus tard. Donc l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose de très important par rapport à la sagesse. Et donc ensuite, on a les autres composantes dont on n'a pas parlé là. Et donc il reste deux composantes liées à la sagesse qui sont la réminiscence, en fait, les expériences de vie critique et la réflexivité. Voilà. Et là-dessus, on n'a pas de recherche définie où on a des conclusions définitives. Bon. Donc eux, ils ont émis plusieurs hypothèses. Les expériences de vie critique et la réflexivité prédisent faiblement ou pas du tout le bien-être, de manière générale. Bon. Donc la réflexivité, la sagesse réflexive, en fait, c'est la capacité à évaluer les choses de différents points, en prenant différents points de vue.
et donc d'être un peu plus objectif, de réduire la subjectivité. Et ces caractéristiques-là, chez les personnes qui sont sages, souvent c'est lié c'est lié au fait de faire baisser le bien-être négatif lié aux expériences passées. En gros, ça fait baisser le mal-être, quoi. Il y a des expériences spécifiques. Le dialogue avec soi, le dialogue interne, donc, tout ça, c'est la réflexivité, c'est via le dialogue interne, en fait. Hein. Et il y a deux manières de le faire, soit de l'exprimer verbalement, soit de l'avoir juste en tête, de manière interne. Voilà, et les deux se répondent, bref. Donc le dialogue interne, ça va être des questions sur le sens de la vie, sur ses valeurs, sur ses préférences, et ça renforce l'authenticité de la personne et l'appropriation de son identité. Bref. Deuxième hypothèse, les différents types de dialogue, donc intégratif et d'identité, vont modérer la relation entre les expériences de vie critiques et la réflexivité avec le bien-être général et ses dimensions. En gros, si vous avez un dialogue interne fort, le fait de faire de la réminiscence En fait, vous avez des événements difficiles dans votre vie, et il y a de la réminiscence. Vous ressassez les événements, c'est pas rumination, hein, mais vous reprenez les événements, vous les retraitez, et ça fait partie de la sagesse de les analyser, de les reprendre. Et en fait, en fonction du dialogue interne que vous allez avoir, eh bien, ça va modérer l'effet négatif de cette réminiscence, de ce rappel des événements négatifs, pour avoir donc non seulement une sagesse qui se développe, ça qui est dialogue interne ou pas, mais qui en plus ait un effet bénéfique sur le bien-être. Donc ils ont fait une étude avec à peu près 419 personnes entre 19 et 62 ans. Il leur faut passer une batterie d'échelles, donc une échelle de bien-être, une échelle sur la sagesse qui sont validées scientifiquement, une échelle de dialogue interne et une échelle d'intégration des perspectives. On fait passer tout ça, ces personnes-là, je vous passe un petit peu le détail statistique, etc. Et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Donc, la première hypothèse, c'était que les expériences de vie critiques et la réflexivité prédisaient pas du tout le bien-être, voire ça prédisait plutôt une baisse du bien-être. Ils ont confirmé cette hypothèse. Donc, en fait, les expériences critiques de vie, donc les événements marquants, en tant que composante de la sagesse, c'était un prédicteur faible du bien-être et de la croissance personnelle. En gros, c'est pas parce que vous vivez des choses intenses, importantes, marquantes, que vous allez être plus sage et que vous allez être mieux dans votre vie. Enfin, pas que vous allez être plus sage, ça va vous rendre un peu plus sage, mais ça va pas vous faire grandir nécessairement. En tant que personne, vous n'allez pas sentir que vous évoluez ou que vous êtes mieux. Enfin, en tout cas, c'est pas, ça peut, mais ça peut autant faire l'inverse. Donc il n'y a pas d'effet significatif. Autre chose qu'ils ont constaté, l'humour et la régulation émotionnelle prédisent, en tant qu'aspect de la sagesse, prédisent bien le bien-être. Bon. Donc si vous faites preuve d'humour, d'autodérision et de bonne autorégulation, vous serez plus sage, certes, mais vous allez aussi avoir un bien-être qui va augmenter. Deuxième hypothèse, c'était le côté dialogue interne sur sa propre identité pour intégrer les informations et gérer tout ça. Et voilà. Donc ça, par rapport aux événements de vie critiques, eh bien, ça avait un effet de modération sur le bien-être. C'est-à-dire que les événements de vie critiques qui peuvent avoir un effet négatif sur le bien-être, eh bien, grâce au dialogue interne, cet effet était soit réduit, voire ça avait un effet positif sur le bien-être. Donc en fait, le fait d'avoir des expériences critiques et de s'en rappeler, c'est pas la même chose
que de développer de la sagesse qui permet d'être mieux dans sa vie. Donc les événements difficiles, ils vont potentiellement temporairement faire baisser le bien-être, mais si on fait l'effort de construire de la sagesse en développant un dialogue interne, en vraiment, pas juste en se rappelant des faits et en réfléchissant rapidement, mais vraiment en développant un dialogue interne, eh bien on va développer de la sagesse et on va favoriser le bien-être. Voilà ce qu'ils peuvent nous dire avec cette expérience-là. Donc, pour qu'un événement marquant, critique, négatif soit source de sagesse, il faut utiliser ce qu'on appelle la sagesse réflexive, c'est-à-dire analyser ça sous différents points de vue et s'appuyer sur le dialogue interne pour que ça puisse progresser. Vers plus de sagesse, pour vraiment développer la sagesse et donc développer le bien-être. Mais voilà, ce qui constate, c'est que le dialogue interne, c'est pas un phénomène monolithique. Il y a certains types de dialogues, de rumination, de pensée qui vont tourner en boucle, etc., qui vont pas être constructifs. Le dialogue lié à l'identité intégratif, c'est-à-dire comment est-ce que j'intègre l'expérience à mon identité, qu'est-ce que j'en fais, comment je la vois, comment je l'analyse, qu'est-ce que ça dit de mes valeurs, qu'est-ce que ça dit de ce que j'ai envie d'être, etc. Développer un dialogue interne sur des événements marquants comme ça, marquants plus ou moins d'ailleurs, hein, ça peut être des événements aussi du quotidien, qui sont marquants pour vous, mais qui ne sont pas des traumatismes non plus, hein. Voilà, il y a tout un panel qu'on peut avoir, et bien ça va favoriser le développement personnel et le bien-être. Donc voilà un peu leur conclusion. Alors, ce qu'ils nous disent pour les implications pratiques, c'est que les expériences critiques, qui sont une partie incontournable de la vie d'un individu, peuvent devenir une source de sagesse et favoriser le bien-être. Mais ça ne se produit pas de manière automatique. En fait, ce qui est nécessaire pour que ça ça génère du bien-être et de la sagesse, c'est qu'il faut avoir une réflexion, on va dire, avec des angles multiples, et tout ça dans le contexte de sa propre identité, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit de moi, de mon identité, qu'est-ce que je veux en faire, comment est-ce que j'intègre cette expérience, comment est-ce que je résous les conflits internes qu'il peut y avoir par rapport à ça, c'est-à-dire la manière dont j'ai réagi par rapport à mes valeurs, etc. Et ça, c'est nécessaire pour développer un sentiment de soi qui soit stable, qui soit valide, et qui permette ensuite de développer une sagesse. Et ce qu'on constate, c'est que le dialogue interne, c'est un instrument à la portée de tous, qui coûte rien, et qui peut être intéressant aussi d'un point de vue thérapie, conseil, coaching, et donc là-dessus, favoriser le dialogue interne, qui peut être verbalisé de manière externe ou qui peut être dans la tête, c'est quelque chose d'important. Alors je ne rentre pas dans le détail exactement du dialogue interne et de définition, parce que c'est un article de recherche assez long, et voilà, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau sagesse, on va avoir un effet intermédiaire entre... c'est une variable en fait qui est intermédiaire entre la sagesse, les événements critiques et la sagesse et le bien-être. Ça va être ce côté dialogue interne. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut, je pense, avoir en tête quand on s'intéresse à la question de sagesse, de la sagesse en fait, hein. Et d'ailleurs, je vais vous mettre tout de suite un lien dans le chat, puisqu'on a un test de sagesse qui existe, qui est validé et que je vous ai mis sur le blog en français. Donc si vous voulez le passer, vous avez les différentes composantes de la sagesse. Il y a d'autres articles sur le sujet, mais voilà. Vous pouvez évaluer les 7 composantes de la sagesse, et dedans on a le côté introspection justement, qui est important et qui permet d'avoir ce tampon entre les expériences difficiles, la sagesse et le bien-être. Voilà pour ce deuxième article. On va speedrunner, mais en même temps c'est pas très très long,
un troisième article qui est le suivant. Les jeux vidéo n'ont pas d'impact sur la vision qu'ont les joueurs des femmes. Je vais vous le mettre en anglais parce que j'ai la flemme de traduire de manière acceptable. Hop, le titre du prochain article. Allons-y, voilà. Hop, et on passe. On passe à la suite. Alors je vous mets aussi le lien vers l'article. Donc là, pareil, c'est un article de vulgarisation de Psychology Today. Vous avez le lien vers l'article de recherche, les articles de recherche dans le corps de l'article directement. Alors, c'est un article qui nous dit que, en fait, les jeux vidéo n'ont pas d'impact sur l'image qu'on va avoir de la jante féminine. Bon. Puisque c'était une accusation, visiblement. Alors, ok, première chose, les jeux vidéo brassent beaucoup d'argent, c'est l'industrie, le secteur culturel qui est le plus important d'un point de vue économique. Alors aux États-Unis, c'est presque autant que la télévision, en France, c'est devant. Et la question, c'est que, et certains auteurs se posaient la question, certains chercheurs, certains critiques, bien sûr, de l'image de la femme dans les jeux vidéo, de la représentation des femmes, où peut y avoir des représentations sexistes, misogynes, négatives. Exemple qui est donné, c'est par exemple l'exemple de GTA, où on va avoir évidemment une représentation de la femme avec des prostituées, etc. Alors, il n'y a pas que ça, mais il va y avoir ça notamment. Ou alors des jeux vidéo un peu plus à l'ancienne, du type Zelda, où c'est la demoiselle en détresse, encore une fois, c'est bon. C'est plus tout à fait le cas non plus. Mais en tout cas, c'est ce qui peut être reproché par les critiques des jeux vidéo sur le fait que les femmes soient mal représentées dans les jeux vidéo. On a quand même une grosse évolution depuis 40 ans, mais bon. En tout cas, c'est une critique qui est faite. Ok. Alors, on n'est pas loin d'ailleurs, ils le disent un peu plus tard, oui, voilà ça, c'est que 59% des joueurs sont des hommes, en tout cas aux États-Unis, et donc on est plus très loin d'atteindre la parité. Alors après, il faudrait regarder évidemment catégorie par catégorie, jeux mobiles, type de jeu, etc. Bien sûr qu'il y a des jeux qui sont encore, il y a des secteurs où les hommes sont encore très largement surreprésentés, mais il y a aussi des secteurs où les femmes sont très largement surreprésentées. Donc voilà, c'est des choses qui existent. En tout cas, c'est quand même énormément démocratisé en termes de tranche d'âge, en termes effectivement de sexe. Et donc ça, c'est très bien. En tout cas, c'est une bonne chose. Mais non, la question, c'est pas seulement est-ce que les jeux vidéo donnent une mauvaise image de la femme aux joueurs masculins, c'est est-ce que les jeux vidéo dégradent aussi l'estime de soi qu'ont les femmes qui jouent aux jeux vidéo. Et donc il y a une méta-analyse qui est sortie, qui a pris 18 études sur le sujet, le lien entre les jeux vidéo et l'image de la femme qu'ont les joueurs, puisque certaines études disaient que les jeux vidéo avaient trouvé tiraient des conclusions suivantes, après avoir étudié le sujet, que les jeux vidéo pouvaient encourager la misogynie. Bon. Donc il y a des chercheurs qui ont voulu regarder ça de plus près. Ils ont fait une méta-analyse, ils ont donc pris plein d'études, donc là en l'occurrence 18, ils ont tout mis ensemble, ils ont regardé, ils ont analysé les choses, et ils ont regardé si c'était vraiment avéré. Alors, qu'est-ce qu'ils ont constaté ? Donc, ce qu'ils ont évalué déjà, c'est le bien-être mental et émotionnel des joueurs et leurs attitudes envers les femmes. La constatation globale de cette étude, c'est que avec
le temps de jeu qui augmentait, il n'y avait pas plus de sexisme et de misogynie chez les hommes. C'est-à-dire que plus on est joueur de jeux vidéo, plus on est joueur de jeux vidéo. Il n'y a pas d'impact sur le fait qu'on ait une représentation négative des femmes. Et pour les femmes, plus le temps de jeu vidéo augmentait, et là aussi, plus le temps de jeu vidéo augmentait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'effet sur l'image de soi, l'estime de soi, le bien-être. Donc pas d'effet de cette espèce de misogynie de représentation des femmes négatif non plus. Bon. En plus, dans cette méta-analyse, les chercheurs ont classé les études en fonction de leur rigueur scientifique. Et donc, ce qu'ils ont constaté aussi, c'est que, et donc dans la méta-analyse, il y avait aussi des études qui disaient qu'il y avait un effet négatif sur l'image des femmes, etc. Ils ont pris vraiment toutes les études. En classant selon des critères aussi de bonnes pratiques méthodologiques de recherche, ce qu'ils ont constaté, c'est que les études qui étaient les moins rigoureuses avaient plus de chances, étaient plus susceptibles de conclure que les jeux vidéo contribuent à la misogynie. Et plus les études étaient rigoureuses méthodologiquement, moins elles avaient de chances de montrer que les jeux vidéo étaient misogynes. Donc en gros, plus il y avait de biais des chercheurs envers cette hypothèse de misogynie, et moins c'était rigoureux, et plus ils trouvaient ce qu'ils cherchaient, en fait. Donc, ce qu'ils constatent dans l'étude, la conclusion de l'étude, c'est que même si les jeux vidéo peuvent paraître offensants pour un certain nombre de personnes, ça n'a pas d'effet sur le bien-être des joueurs et des joueuses. Et ça n'a pas d'effet sur le niveau de misogynie ou de sexisme ressenti ou exprimé des joueurs et des joueuses. Et là, là dans cet article, ensuite, quand on s'écarte un peu de l'étude, c'est ce qu'il dit, c'est que les jeux vidéo, bon, ça vous connaissez, hein, c'est le nouveau média qui est critiqué et qui est accusé de tous les maux, en fait, de violence, de sexisme, de misogynie, etc. C'était la même chose avec la télé dans les années 50, 60, 70. C'était la même chose avec certains styles de musique, c'était la même chose avec donc, les jeux vidéo, avec Internet, bref. Il dit aussi que c'était la même chose avec la pornographie, et qu'on n'a pas montré justement d'effet de la pornographie sur les niveaux de lien avec le niveau de divorce, les agressions sexuelles, etc. En tout cas dans les études rigoureuses, récentes d'ailleurs. Voilà, c'est des choses récentes. Bon là je vous laisserai regarder si ça vous intéresse, mais ça a beau... alors après il peut y avoir plein d'autres problèmes sur effectivement par exemple la pornographie chez les très très jeunes, voire chez les enfants, l'exposition à la pornographie très jeune. Ça, on est d'accord sur certains types de comportements, mais en termes de violence, d'agression sexuelle, etc., il n'y a pas une explosion à cause de ça. Malheureusement, les violences sexistes et sexuelles, elles existaient bien avant, elles n'avaient pas besoin de la pornographie pour ça, et c'est pas forcément la pornographie qui décuple ça. Qu'on ait une meilleure, peut-être aujourd'hui un meilleur enregistrement, une meilleure détection, c'est une chose, que ça soit à cause la pornographie. C'est toujours facile d'accuser un seul truc, c'est simple. Les explications simples sont souvent rassurantes, mais sont aussi souvent fausses. Malheureusement, parce que ce serait tellement plus simple s'il suffisait d'enlever un truc pour que tout soit réglé. Donc même chose avec les jeux vidéo. Voilà, il y a une controverse culturelle toujours, mais c'est la nouvelle cible. Ok. Donc en gros, les jeux vidéo, ça n'a pas d'effet sur les croyances des gens. Et les comportements envers les femmes. Et même si on peut avoir des jeux vidéo qui vont avoir, comment dirais-je, un effet de dénigrement des femmes ou une image qui n'est pas forcément positive, par exemple si on prend GTA, GTA c'est déjà le jeu vidéo, c'est une caricature volontaire d'un certain type de société, de certains comportements, donc il faut le prendre au deuxième degré. Et c'est pas un jeu pour les enfants. Donc déjà si on donne GTA à un enfant de 9 ans, c'est qu'il y a un problème du côté du contrôle parental. Et ça n'a pas d'effet, parce qu'en fait c'est quelque chose qui représente au second degré la société. Et pareil, la demoiselle en détresse, la princesse est libérée dans le château. Dans Zelda, ça a quand même beaucoup évolué, hein. On n'est plus dans le premier Zelda. C'est plus tout à fait ça. Enfin, il y a plein de choses. Bon, bref. Et ça n'a pas d'effet de toute façon sur l'image des femmes qu'ont les joueurs.
Il y a plein d'autres problèmes sur les communautés en ligne en général, de joueurs ou pas de joueurs, ça on est d'accord. Il y a des problèmes, et je ne suis pas le mieux placé pour en parler parce que je ne suis pas une femme, mais dans des jeux compétitifs en ligne, il y a des problèmes de toxicité en général, et avec les femmes en particulier. Mais est-ce que c'est lié aux jeux vidéo? C'est sans doute plutôt lié à peut-être certaines communautés, mais surtout au fait que ça soit qu'il y ait une majorité d'hommes et que ce soit le côté boys club qui fasse des comportements comme ça un peu toxiques. Est-ce que c'est le jeu en tant que tel? Non. Voilà, c'est pas le jeu vidéo qui fait ça. Donc là, toujours, hein, la nuance est un petit peu décevante. Elle est moins sexy, elle est moins vendeuse, mais on n'a pas d'effet donc des jeux vidéo sur le développement du sexisme chez les hommes, et on n'a pas d'effet des jeux vidéo sur la dégradation de l'image de soi chez les femmes. Je pourrais à l'occasion creuser un petit peu le sujet des jeux vidéo et de plein de choses, hein, de ce que ça apporte. Il y a plein d'études qui montrent que ça développe des compétences, que ça permet de développer aussi la mémorisation, que c'est un super support. En fait, c'est un outil. Et comme tout outil, tout dépend de ce qu'on en fait, tout dépend du type de jeu vidéo, tout dépend comment c'est amené, est-ce que c'est amené au bon public, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça peut être positif, et ça peut aussi être négatif dans certains cas, comme n'importe quel média, bien sûr. Et ben voilà. Voilà pour ce matin, on a fait quand même trois bons articles. Alors j'étais un peu rapide sur les derniers, mais en même temps, je vais essayer d'être un peu plus rapide maintenant parce que c'est pas forcément nécessaire d'aller dans le détail. Surtout que j'arriverai jamais à aller dans le détail complet des choses parce qu'on n'a pas le temps et que c'est pas forcément le plus intéressant. Je veux dire, si vous vraiment vous voulez aller dans le détail à 100%, eh bien lisez l'article, vous avez les liens, vous avez les titres, vous pouvez les retrouver. Donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense que c'est mieux de faire peut-être un peu plus d'articles et de passer un peu moins de temps dessus. Donc, vous retrouvez tous les liens, je les ai mis dans le chat au fur et à mesure. Je vais mettre le replay ensuite sur YouTube et j'essaierai de remettre les liens des articles. Si j'y pense, c'est pas le cas pour l'instant, mais on y travaille. Oui, effectivement, Eric Le Chat. Bon, je pense que c'est pas la chose que tu fais qui rend misogyne ou transiste. Les personnes c'est comme ça, c'est leur éducation. Effectivement, c'est plutôt, j'ai envie de dire malheureusement, quand on arrive à jouer en ligne et qu'on interagit avec d'autres joueurs, etc. Si on a des comportements problématiques, c'est pas à cause du jeu vidéo, c'est qu'on a des comportements problématiques déjà de base ou qu'on est dans une communauté qui fait qu'on a des comportements problématiques. Donc oui, c'est plutôt une question d'éducation, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir des confirmations, de pouvoir débunker les choses avec des études. Et donc c'est un peu ce qu'ont voulu faire aussi ces auteurs en prenant toutes les études, en regardant, mais parce qu'on avait des études scientifiques qui disaient le contraire. Et c'est le problème, c'est qu'après, c'est des arguments qui sont utilisés un peu à tort et à travers pour justifier, pour certains, des cabales anti-jeux vidéo, etc. Et c'est toujours un peu réducteur. Et c'est dommage, quoi. Donc je suis tout à fait d'accord, c'est plutôt une question d'éducation, une question d'environnement social qui fait qu'on va avoir des comportements toxiques ou problématiques. Et pas, évidemment, pas les jeux vidéo. Mais enfin, sur Twitch, c'est pas au public de Twitch que je vais apprendre ça. Voilà. En tout cas, merci pour ton message. Donc voilà, moi je vais pas tarder à m'arrêter parce qu'il faut que j'y aille. Merci Latusto. Donc je stream tous les jeudis matins, au moins. En tout cas, j'essaye d'être régulier maintenant là-dessus pour pouvoir voilà, diffuser un peu des infos sur la psychologie positive, des recherches en psychologie. Et donc j'essaie de faire plusieurs articles à chaque fois récents sur le sujet. Oui, effectivement. Ben, merci à vous dans le chat en tout cas d'avoir mis des messages. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis ben, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou plus tard. Merci à tous. Salut.